C'est la toute première fois qu'il prendra la parole publiquement après sa démission du Front populaire ivoirien, le FPI. Jean-Bonin Kouadio, ce cadre du FPI en charge de la communication et du marketing politique, souvenez-vous, avait rendu sa démission de l'équipe de Pascal Affi-N'Guessan, président statutaire du parti, qui dit avoir pris acte de son départ. Pourquoi cette démission? Pourquoi dans ce timing-là? Que devient le juriste? Alors très actif sur les réseaux sociaux, qui fait aujourd'hui profil bas. Que dit-il du retour de l'ex-chef de l'État Laurent Gbagbo, de l'avenir de son ex-mentor Pascal Affi-N'Guessan? Que pense-t-il du débat intemporel et plus que jamais d'actualité en cours sur la réconciliation nationale? Autant d'interrogations que nous soumettrons à Jean-Bonin Kouadio. Jean-Bonin, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Avant d'ouvrir cet entretien, je vous propose à vous et à nos téléspectateurs et internautes de suivre votre portrait. L'invité de Sans réserve de ce 10 juin 2021 est Jean-Bonin Kouadio. Ce juriste ancien vice-président du Front populaire ivoirien, dirigé par Pascal Affi-N'Guessan et en charge de la communication et du marketing politique, s'est illustré dans le débat politique ivoirien ces dernières années par ses prises de position et des publications régulières sur l'actualité politique à travers les réseaux sociaux. Au niveau professionnel, Jean-Bonin a été entre autres juriste, membre du cabinet international d'avocats Serre et Associés, président du think tank dénommé Fraternité ivoirienne et républicaine, ex-conseiller juridique et fiscal au Bureau national d'études techniques et de développement, BNET, et directeur général adjoint de l'Autorité nationale de régulation du secteur de l'électricité. À la surprise générale, l'ex-vice-président du Front populaire ivoirien a présenté par correspondance, à la date du mardi 4 mai 2021, sa démission du parti pour des raisons de convenance personnelle. Après cette décision, et au moment de l'arrivée imminente de l'ex-chef de l'État Laurent Gbagbo, Jean-Bonin, l'ex-cadre du FPI, dénonce le quotidien des partis politiques. Je persiste et je signe, PDCI, FPI, RDR. Tous, nous avons expérimenté la haine, la violence et la méchanceté. Cela n'a en rien servi le pays et ne nous a pas rendus plus heureux. À présent, essayons aussi l'amour du prochain, la fraternité et la vérité. Désormais, c'est la Côte d'Ivoire d'abord. Jean-Bonin a-t-il tourné le dos à la politique? Quelles sont les raisons profondes de sa démission du FPI? Autant d'interrogations des Ivoiriens. L'invité de Sans réserve répondra sûrement sans réserve ce soir à ses préoccupations. Jean-Bonin, ça faisait un moment qu'on ne vous avait pas revu dans les médias. Tout va bien? Oui, tout va bien, tout va bien. J'ai pris un peu de recul, je veux dire une espèce d'exil intérieur, de prospection, d'introspection. Et aujourd'hui, je suis devant vous pour répondre à vos questions. Qu'est-ce que vous faites de vos journées aujourd'hui? Je travaille beaucoup. Je réfléchis à la Côte d'Ivoire. Je réfléchis à ce que je peux apporter comme contribution au développement de mon pays. C'est pour cela que vous avez démissionné? Non, c'est surtout, comme vous l'avez dit dans votre reportage, parce que je veux être au service de la Côte d'Ivoire, uniquement au service de la Côte d'Ivoire. Je veux être utile à mon pays. Ouais, FPI, vous ne l'étiez pas? Non, j'étais d'abord utile au parti, principalement, ce qui n'est pas toujours une position, je dirais, équitable pour analyser un certain nombre de situations. Parce que quand vous êtes dans l'opposition, quand vous êtes dans un parti politique, vous avez forcément un parti pris. Voilà. Et cette position n'est pas toujours tenable. J'ai estimé... Pourquoi elle n'est pas tenable? Elle n'est pas toujours tenable parce que dans un parti politique, vous devez respecter une certaine discipline du parti. Ce qui veut dire en d'autres termes que même quand vous n'êtes pas d'accord avec des positions, au nom de la discipline du parti, vous devez donc emboucher la même trompette que tout le monde. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas toujours tenable quand on est un individu comme moi qui veut d'abord avoir une liberté d'opinion, d'expression. Ce n'est pas toujours facile. Jean-Bonin Kouadio, vous n'avez pas l'impression d'avoir abandonné le président Pascal Affi-N'Guessan dans une période charnière où il avait le plus besoin de vous?
Vous n'avez pas ce sentiment? Ah non, pas du tout, pas du tout. Le président Affi N'Guessan est un homme brillant, est un homme qui a un parcours politique exceptionnel, avec qui j'ai gardé de très bonnes relations. Il était encore la semaine dernière chez moi à la maison, on a discuté pendant plus de 2 heures de temps. Non, c'est pas parce que j'ai quitté le FPI que mes relations avec, excusez-moi, le président Affi se sont détériorées. Non, bien au contraire. Donc vous n'avez pas le sentiment de l'avoir abandonné? Non, pas du tout. Comme je l'ai dit, aujourd'hui, ma priorité, c'est d'être au service de la Côte d'Ivoire. Et comment il a pris? Quels sont vos rapports aujourd'hui? Vous dites, vous vous êtes vu la semaine dernière à votre domicile. Vos rapports sont au beau fixe? Oui, bien sûr, bien sûr. Affi N'Guessan reste pour moi une grande source d'inspiration, un modèle de résilience, d'abnégation au travail. Donc non, il n'y a aucun accroc avec le président Affi N'Guessan. Et les autres cadres du FPI? Les autres cadres, vous savez, dans une famille politique, il y a toujours des hauts, des bas. L'objectif, c'est pas qu'on s'aime. L'objectif, c'est qu'on puisse travailler ensemble en bonne intelligence. Voilà. Donc, il y a des gens avec lesquels j'ai de très bonnes relations, comme le vice-président Libi Diom, par exemple, qui est au FPI, qui est avec moi ici, qui m'a accompagné. Et puis, d'autres avec lesquels j'ai de moins bonnes relations. Vous dites, le président Pascal Affi N'Guessan est une sorte d'inspiration pour vous. Aujourd'hui, si on vous demandait de nous donner des qualificatifs de la carrière de l'homme politique en 3 mots, ce seraient lesquels? Vous avez dit tout à l'heure résilient. Vision, résilience, compétence. Vous vous en êtes inspiré? Oui. Très bien. Jean Bonnet, Laurent Gbagbo est sur le chemin du retour. Le comité d'organisation en charge de la question a annoncé la date du 17 juin prochain. Est-ce que vous irez l'accueillir? Non. Pourquoi? Parce que je ne sais pas exactement comment va se passer son retour. Voilà, c'est difficile pour moi d'aller, à mon âge, je ne vais pas me mettre sur une route pour applaudir quelqu'un en train de passer en voiture. Je ne suis pas membre du comité d'organisation. Je ne sais rien de l'organisation. Donc, j'aurais bien aimé être là si j'avais un peu plus de lisibilité dans ce qui se fait. Et comme je n'ai pas de lisibilité, donc je pense que je regarderai tout cela à la télévision ou ailleurs. Dites-nous sans réserve ce soir, quel FPI au retour du président Laurent Gbagbo, quel rôle devrait-il jouer? Le président Gbagbo? Selon vous, oui. Je pense que c'est lui qui devrait vous répondre. Vous savez, moi, j'ai décidé d'être utile à la Côte d'Ivoire. Et donc, ma priorité aujourd'hui, c'est les Ivoiriens. Ce qui concerne directement les Ivoiriens. Vous voyez, la semaine dernière, j'étais à Koumassi, dans une famille, les Aka. Et puis, il y a cette dame-là que j'ai trouvée qui nourrit ses enfants avec de l'eau glacée qu'elle vend. Parce qu'elle a un congélateur. Et c'est avec ça qu'elle nourrit sa famille. Avec les coupures d'électricité aujourd'hui, elle a du mal à nourrir sa famille, à payer ses charges. Cette femme-là, personne n'en parle. Aujourd'hui, je veux être la voix de ces personnes-là qui souffrent au quotidien et qui sont reléguées aux calendes grecques, au second plan, à cause de la politique politicienne. Donc j'ai beaucoup de respect pour les allées et venues des uns et des autres, mais Jean Bonnet, est-ce que vous êtes d'accord que des grands noms de la politique ivoirienne, comme Alassane Ouattara, Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo, ont forcément une influence sur la vie de ces personnes que vous venez de décrire? Donc le retour de Laurent Gbagbo, par exemple, sur la vie politique nationale a un impact. Pour vous, quand il rentre, après ce qui s'est passé à La Haye, quel rôle devrait-il jouer, surtout qu'aujourd'hui, le débat porte sur la réconciliation nationale? Ces personnes vers qui vous décidez d'aller aujourd'hui ont besoin aussi de cette réconciliation. Oui, mais ça, c'est du point de vue de Jean Bonnet. Mais j'ai écouté son porte-parole hier dire que le président Gbagbo revenait pour faire de la politique. Donc, qu'est-ce que je peux dire de plus s'il a décidé de faire la politique? Vous avez un point de vue là-dessus? Sur lui et sur tous nos aînés. Mon point de vue, c'est que nos ex-présidents, Henri Konan Bédié, Gbagbo Laurent, devraient être des sources d'inspiration, de sagesse, de consolidation de la nation ivoirienne.
plutôt que d'être dans la politique politicienne, plutôt que d'avoir encore des ambitions. Voilà, notamment à l'occasion de la présidentielle de 2025. Je souhaiterais que le président Ouattara, le président Bédié, le président Gbagbo fassent la place à une nouvelle génération. À vous, par exemple? Moi, pour le moment, je n'ai pas d'ambition présidentielle. J'ai pas d'ambition. Je ne dis pas que je n'en aurai pas, mais pour le moment, je vais être utile à mon pays. Et c'est ça, aujourd'hui, mon credo. D'où est venu ce déclic? Vous dites depuis le début de cette émission, je vais être utile au pays. C'est un discours que vous n'avez pas il y a quelques mois. D'où est venu le déclic? Y a-t-il un événement qui vous a marqué en particulier? Oui, je vois que la Côte d'Ivoire est en train de se déliter au gré des alliances politiques. Vous voyez, en 97-98, on a eu une alliance Gbagbo-Ouattara. Dans le Front républicain. Ensuite, cette alliance a favorisé, ou en tout cas a permis la chute du président Bédié. Ensuite, on a vu l'alliance Bédié-Ouattara. Dans le RHDP. Dans le RHDP, bon, qui a permis ou qui a favorisé la chute du président Gbagbo. Aujourd'hui, on voit l'alliance Bédié-Gbagbo pour favoriser la chute du président. Est-ce que nous allons rester dans ce cycle-là, dans ce rodéo politique, alors que les Ivoiriens ont d'autres problèmes beaucoup plus importants? La question du chômage, la question de la sécurité, la question de l'éducation, la question de l'économie. Vous voyez, la Côte d'Ivoire, deuxième puissance de la CEDEAO aujourd'hui, reléguée à la 3e place. Donc, on a quand même un certain nombre de soucis majeurs qu'il faut relever. J'ai beaucoup de respect pour tous ces aînés, mais je pense qu'ils ont fait leur temps. Jean Bonin, quel souvenir gardez-vous de la présidentielle de 2020? C'est une présidentielle, je dirais, partielle, parce que certains acteurs n'ont pas pu participer à cette présidentielle. On aurait voulu qu'elle soit inclusive. Malheureusement, ce n'a pas été le cas. Une présidentielle qui a été émaillée de beaucoup de violence. J'ai regretté personnellement qu'on n'ait pas pu faire prévaloir le dialogue et qu'on en soit arrivé à ces situations-là. Dieu merci, aujourd'hui, tout cela est derrière nous. Il y a eu des élections législatives qui sont relativement bien passées. Et j'espère que la Côte d'Ivoire restera dans cette dynamique de réconciliation, de construction de la nation. Voilà. Avec du recul, est-ce que vous vous dites que le président Pascal Affi N'Guessan, dont vous étiez l'un des principaux conseillers, devrait finalement aller à cette présidentielle? Aujourd'hui, je dirais oui. Pourquoi? Je dirais oui parce que moi, je suis un idéaliste. Voilà, je suis un idéaliste. J'ai soutenu le président Affi dans ce combat-là. Parce que, pour une fois, on avait une opposition unie, pour un même idéal. Et puis, dès qu'on est sorti de cette situation, le président Affi N'Guessan a reçu un couteau dans le dos. Il a été lâché. Qu'est-ce que vous appelez couteau dans le dos? Il a été trahi par qui? Par EDS et par le PDCI. Alors que le président Affi N'Guessan avait souhaité que pour les législatives, l'opposition garde cette unité. Malheureusement, pendant qu'il était en prison, le président Bédié et les autres avaient déjà engagé le dialogue avec le parti au pouvoir. Et quand il est sorti de prison, tout avait déjà été arrêté. Mais même là encore, on n'a pas pu obtenir que l'opposition parte en rang serré. Après, on a vu les résultats. Hein. Donc vous regrettez tout ce qui s'est passé? Oui. Jean Bonin, est-ce que vous estimez que vous avez une part de responsabilité dans la crise, dans les violences qui ont été, dans la présidentielle qui a été émaillée de violences notamment? Non, moi j'étais le porte-parole du président Affi N'Guessan, mais nous étions dans une dynamique unitaire de l'opposition. Et donc je suis solidaire des actes
qui ont été, des décisions qui ont été prises par cette opposition-là. Voilà, ce n'est pas intuitu personnel, ce n'est pas une responsabilité personnelle. Voilà, je suis solidaire de tout ce qui a été fait. Mais, comme je dis aujourd'hui, le plus important, ce n'est pas de regarder dans le rétroviseur. Le plus important, c'est de regarder le bel horizon qu'on a devant nous, de cette Côte d'Ivoire que je souhaite forte, solide, soudée. Et c'est à ça que je vais travailler aujourd'hui. Il y a un mot que vous avez employé à l'entame de cette émission, c'est un regard introspectif. Je vais vous poser une question dans ce sens. Vous nous répondrez sans réserve. Jean Bonnin, vous étiez omniprésent pratiquement sur les réseaux sociaux avant, pendant et après la présidentielle. Et le 16 octobre 2021, à la surprise générale, il y a eu un post que vous avez fait avec un symbole nazi. Pourquoi et qu'est-ce que cela voulait dire? Beaucoup n'ont pas compris. Oui. Alors, vous savez que la résidence du président Afi à Bongouanou a été incendiée. C'est un acte caractéristique des nazis. Voilà, le nazisme, vous savez, les chambres à gaz, Auschwitz, etc. Et donc, j'ai qualifié ceux qui sont allés incendier la résidence du président Afi N'Guessan de nazis. Voilà, ce n'était pas précis, le poste. Ah, mais après, les gens, je suis responsable de ce que je dis, pas de l'interprétation que les autres peuvent en avoir. Parce que vous êtes d'accord avec moi, ça donne lieu à beaucoup d'interprétations. Ah oui, c'est ce que je dis. Je suis responsable de ce que je dis, pas de l'interprétation que les autres peuvent en avoir. Est-ce qu'avec du recul, vous ne trouvez pas que c'était un peu excessif quand on sait ce que représente le nazisme? Ah ben, écoutez, quand on va mettre le feu dans la résidence de quelqu'un, c'est un acte nazi. C'est un acte voilà, digne de la période du nationalisme, socialisme à la Hitler. Très bien. C'est ça que j'ai qualifié. Vous êtes juriste. Oui. Qu'avez-vous pensé à l'époque du CNT et qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui? Alors, vous savez, je vais vous dire, on a eu de grands débats. Parce que moi, je vois tout avec un œil de juriste. Bien sûr. Voilà, je vois tout avec un œil de juriste. Mais est-ce qu'il est important de venir dire les débats internes qu'on a eus? Sachez qu'il y a beaucoup de choses avec lesquelles je n'étais pas d'accord. Je ne dirai pas lesquelles parce que ce n'est pas important de ressortir les délibérations, les discussions qu'il y a eu. Mais je n'étais pas d'accord avec tout ce qui a été fait. Mais comme je l'ai dit, au nom de la solidarité, au nom de la discipline du parti, de la cohésion du groupe, il était important que donc j'assume ces décisions qui avaient été prises à la majorité. Jean Bonnin, quels sont pour vous les grands mots qui ont favorisé la fracture du tissu social en Côte d'Ivoire? Quel est votre diagnostic? Je dirais... Si vous étiez un médecin au chevet de la Côte d'Ivoire. Je dirais la passion. La passion, l'ethnicisme, le clanisme, l'incompétence. Voilà autant de mots qui ont fracturé donc la cohésion sociale. Voilà. Parce que, vous voyez, on a vécu, nous qui avons un certain âge, on a vécu à une époque en Côte d'Ivoire, sous Houphouët-Boigny, où on ne se définissait pas en nordiste, en sudiste. Et ces termes-là, aujourd'hui, on l'entend de plus en plus. Je suis du nord, je suis du sud. C'est le signe que nous n'avons pas encore construit une nation ivoirienne. Parce qu'on a vite fait de se replier sur son identité religieuse, communautaire, ethnique. Et ce n'est pas avec ça que nous allons construire la Côte d'Ivoire de demain. Et donc, dès l'instant où on fera la promotion de l'unité nationale, de la cohésion nationale, de la consolidation de la nation, où on ne se définira pas en nordiste, en sudiste, en je suis Afi ou rien, Gbagbo ou rien, Ado ou rien, Bédi ou rien, mais on se définira en ivoirien tout court. Mais alors la Côte d'Ivoire avancera. In fine, tous les hommes politiques, dont vous, avez fait le même diagnostic. Pourquoi on ne trouve pas les solutions? Parce que je ne suis pas au pouvoir. La solution, c'est celui Vous étiez au FPI, mais ça n'a pas marché. J'étais au FPI. Oui, vous étiez au FPI, mais je veux dire, au FPI, il y a quand même eu quelques crises de division. Oui, non, mais qu'il y ait des divisions dans un parti, c'est tout à fait logique. Au FPI, il y a une guerre d'opposition qu'on en a au PDCI, au RHDP, un peu partout. Au RHDP. Quand vous dites, c'est parce que je ne suis pas au pouvoir. Non, je veux dire, celui qui met en œuvre
en application sa vision, c'est celui qui exerce l'effectivité du pouvoir. Et même quand vous êtes dans le pouvoir, vous n'êtes pas toujours en position d'appliquer votre vision. Donc, je peux être membre du FPI, mais sans avoir le pouvoir de décision. Celui qui a le pouvoir de décision, c'est le chef de l'État, parce que nous sommes dans un régime présidentialiste. Donc, c'est le président qui décide de tout. Voilà. Quelles sont les solutions que vous proposez, vous, en tant qu'homme politique, à tous ces maux que vous venez d'identifier? Il faut combattre la corruption. Il faut combattre le clientélisme. Il faut combattre le clanisme. Il faut promouvoir l'excellence. Il faut travailler à la cohésion nationale. Il faut faire en sorte que nous retrouvons un certain nombre de valeurs. Vous voyez, aujourd'hui, quand vous regardez les réseaux sociaux, vous savez, ceux qui font les 15 000 vues, 20 000 vues, ce n'est pas forcément les valeurs qu'on devrait enseigner à nos enfants. Ce n'est pas forcément là où l'exemple qui permettra à la Côte d'Ivoire d'avancer se trouve. Et pourtant, aujourd'hui, notre société est faite de sorte que c'est là-bas que le centre d'intérêt de la plupart de nos enfants, de nos cadres, se trouve. Comment inverser la tendance? Il faut former, il faut éduquer. Or, le taux d'échec aux différents examens, on le voit, est très élevé. On a un taux d'analphabétisme qui est aussi autour de 50%, ce qui est énorme, je crois 46%. On a une société où le chômage est quand même encore élevé. Vous voyez, vous avez près de 90% des personnes actives qui sont dans le secteur informel. Comment faire en sorte qu'on inverse cette tendance? Vous avez un salaire moyen en Côte d'Ivoire aujourd'hui qui est autour de 107 000 francs. Est-ce qu'avec 107 000 francs à Abidjan, on peut se loger, on peut se nourrir, on peut payer, on peut payer ses charges? Vous voyez? Donc, il y a un travail à faire sur le développement de notre pays. Et pour que cela se fasse, il faut, comme je l'ai dit, promouvoir donc un certain nombre de valeurs qu'on ne trouvera pas forcément dans les partis politiques, qu'on ne trouvera certainement sur les réseaux sociaux, mais que chaque Ivoirien devra cultiver, chaque Ivoirien devra prendre conscience qu'il a un rôle important à jouer dans le développement de la Côte d'Ivoire, dans la cohésion nationale. Et c'est à cela que nous aspirons, et c'est pour ça que je me suis personnellement retiré de la politique politicienne pour m'engager dans la société civile avec le think tank que j'ai créé, FIER. Quels sont vos rapports avec le pouvoir en place? Je n'ai pas de rapport particulier avec le pouvoir en place. Et quelle est votre conception? J'ai par contre des amis. J'ai des amis au sein du pouvoir. Parce qu'une certaine opinion, notamment sur les réseaux sociaux, vous annoncez dans le parti au pouvoir après avoir quitté le FPI. Non. Vous savez, je vous ai dit, moi, je veux être utile à la Côte d'Ivoire. Je veux être utile à la Côte d'Ivoire. Donc vous n'intégrerez plus une grande formation politique à court ou moyen terme? Je n'en sais rien. Je suis rentré en Côte d'Ivoire en 1996. Celui qui m'a fait venir, c'est Tidiane Thiam. Et je suis rentré comme son conseiller juridique au BNET. Il m'a dit, écoute, viens travailler au développement de ton pays. Je lui ai dit, la première question que je lui ai posée, tu me payes combien? Il m'a dit, tu sais, le salaire que j'ai ici en tant que DG du BNET, c'est 20 fois moins que ce que je touchais à McKinsey. Mais ici, je touche le développement au quotidien, ce que je ne touchais pas quand j'étais à McKinsey. Et donc, tu n'auras pas le salaire que tu avais en Europe, mais tu contribueras au développement de ton pays. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à travailler avec lui parce que le premier contrat sur lequel j'ai travaillé, c'est l'aéroport d'Abidjan. Voilà, j'ai rédigé la convention de concession de l'aéroport d'Abidjan. Je l'ai négocié. Je suis fier aujourd'hui de ce que l'aéroport d'Abidjan est, qui est devenu un très grand aéroport, un hub. Le pont Riviera-Marcory, je l'ai rédigé, le contrat, je l'ai négocié. Et aujourd'hui, je suis fier que ça facilite la fluidité. Donc, ce qu'on appelait à l'époque les 12 travaux de l'éléphant d'Afrique. J'ai travaillé pour mon pays. Sous le FPI,
avant d'intégrer le FPI, j'ai travaillé pour mon pays. J'ai été directeur juridique de l'Autorité nationale de régulation du secteur de l'électricité. Ensuite, j'ai été promu secrétaire général avec rang de directeur général adjoint. Je n'étais pas FPI. Voilà, la loi sur l'électricité en Côte d'Ivoire, je l'ai pratiquement façonnée. Voilà. Donc, c'est ce que je veux faire aujourd'hui, être utile à mon pays, faire avancer mon pays. Quand je vois aujourd'hui où se situe le Ghana, quand je vois ce que la Côte d'Ivoire est aujourd'hui, à cause de nos conflits, nous prenons du retard. Alors qu'autour de nous, mais les gens avancent. Voilà. C'est pour ça que je reviens toujours sur ce concept qu'il faut que je sois utile à la Côte d'Ivoire, il faut que nous soyons tous utiles à quelque niveau que nous soyons à notre pays. C'est ça qui va nous faire avancer. Vous avez des gens qui sont des politiciens de carrière, c'est-à-dire... qui n'ont fait que la politique toute leur vie. Non. Quand ils ne sont pas au pouvoir, ben, ils ne cherchent même pas à travailler. Ils attendent que leur parti politique revienne au pouvoir, qu'on les nomme. Pendant ce temps, ils sont utiles à quoi? Vous estimez que ce n'est pas une bonne pratique? Oui, mais en quoi ils sont utiles à la Côte d'Ivoire? Si vous avez une compétence, si je suis juriste, je n'ai pas besoin que le FPI soit au pouvoir pour être utile à mon pays. Aujourd'hui, je vois que le président Ouattara est en train de mettre en place des gouverneurs de district. Je trouve que c'est une très bonne idée. Pourquoi? Parce que jusque-là, j'estimais que le développement du pays n'était pas harmonieux. Tantôt, il faut attendre que le chef de l'État fasse une visite officielle dans une région pour qu'on ait 10 km de bitume, pour qu'on ait des lycées, etc. Donc les régions qui n'ont pas cette visite-là doivent attendre. Avec ces districts, j'espère qu'on aura à la tête de ces districts des hommes qui ont une vision de développement. Parce que pour qu'il y ait un développement, il faut d'abord une vision. Vous voyez, je cite souvent Houphouët-Boigny. Houphouët-Boigny avait une vision. L'avenir de ce pays repose sur l'agriculture. Ça, c'était sa vision. Après, maintenant, il faut l'opérationnaliser. Voilà. Et sa vision, il a atteint ses objectifs, puisque la Côte d'Ivoire était pendant longtemps et est toujours numéro 1 en matière de cacao, numéro 2 ou numéro 3 en matière de café, etc. Donc, on était un grand pays agricole. Et donc, la vision précède les actes de développement. Houphouët-Boigny voulait que Yamoussoukro soit une ville universitaire. Pas une ville industrielle. C'était sa vision. Il a fait en sorte qu'on ait toutes les grandes écoles à Yamoussoukro. Bon, si vous prenez, je ne sais pas moi, Gagnoua, quelle est la vision du président du conseil régional? Qu'est-ce qu'il veut que Gagnoua devienne dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans? Si vous prenez la région de Dimokro, quelle est la vision? Vous voyez? Et donc, aujourd'hui, les régions sont des entités qui n'ont pas la taille critique pour lever de gros investissements. Donc vous saluez l'avènement des districts? Je salue ça parce que on va faire atteindre une taille critique qui permettra de lever de gros investissements parce que un district couvre 3, 4, 5 régions. Et donc, ce sont vraiment un peu à l'instar des États-Unis. Vous voyez le pouvoir que le gouverneur de la Californie a. La Californie, c'est un État parmi les autres États. Mais la Californie, c'est l'État le plus riche des États-Unis. Plus riche que New York, plus riche que Washington. Donc, avec ces districts-là, il faut qu'on ait à la tête des gestionnaires, des gens qui ont une vision, parce qu'on a trop tendance à se reposer sur l'État. Mais je vous assure que si vous mettez à la tête des régions, à la tête des communes, des gens compétents, ils n'ont même pas besoin d'attendre les subventions de l'État. Ils doivent être capables, par les mécanismes des partenariats publics-privés, ils doivent être capables de lever des fonds. Quand je vois, par exemple, je prends Dimokro, que je connais bien, ça fait... Vous étiez candidat? Oui, ça fait à peu près 15 ans que le marché a brûlé. Donc ça fait 15 ans qu'on n'a pas de marché à Dimokro parce que le marché a brûlé. Et on attend que l'État vienne construire le marché. On a un conseil régional, on a une mairie. Mais pourquoi ne met-il pas en place des mécanismes usités ailleurs pour attirer un investisseur privé qui viendra, donc dans le cadre d'un partenariat public, construire ce marché et puis se faire payer par des redevances? Donc il y a des choses comme ça qu'on peut faire. Au niveau de l'État, le secteur privé est extrêmement important. Comment mettre le secteur privé à contribution pour que le secteur privé soit le levier de la croissance économique? Aujourd'hui, la croissance économique est tirée surtout par les grands travaux.
Pas un effet de rattrapage parce que de 2000 à 2010, il n'y a pas eu de grands chantiers. Donc aujourd'hui, c'est le secteur public qui booste la croissance. Mais il faut arriver à un stade où ce soit le secteur privé. Mais quand je parle du secteur privé, mais y compris les PME. Y compris les PME. Quand vous êtes, je sais pas moi, à Korogo, et que vous voyez des élèves qui marchent 5 km, 10 km, 15 km pour aller à l'école, ça pose un problème. On peut, dans le cas de partenariat public-privé, avoir des sociétés de transport qui gèrent ça. Quand vous allez à Dimokro et qu'il n'y a pas d'abattoir, il n'y a pas de gare routière, les camions garent dans les stations d'essence, avec les risques d'explosion que cela peut arriver, si on a recours au secteur privé, on doit être capable de construire une gare routière dans un partenariat public-privé. Donc, il y a tellement de choses qu'on peut faire pour développer ce pays. On voit que vous avez beaucoup d'idées. On aura l'occasion de revenir sur certaines d'entre elles avant de passer aux questions de nos internautes. Oui. Tout à l'heure, vous évoquiez votre lien avec Tidiane Thiam. Oui. Il a l'ambition de mettre le pied dans la politique ivoirienne, de descendre dans l'arène. Alors, écoutez, c'est à lui qu'il faut dire. Moi, je souhaiterais qu'il s'engage parce que Tidiane Thiam, c'est quelqu'un de très brillant. Quelqu'un de très brillant. C'est quelqu'un qui peut apporter beaucoup à la Côte d'Ivoire. Vous voyez, il a lancé un SPAC. Et vous avez échangé avec lui dernièrement? J'ai échangé avec lui en octobre. Et il a l'intention de venir sur le terrain? Non, on n'a pas parlé de ses ambitions politiques. Très bien. Dernière question avant de passer aux questions de nos internautes. Quelles sont vos ambitions, Jean Bonin? Mes ambitions, c'est de faire en sorte que la Côte d'Ivoire devienne un pays prospère. Concrètement, pratiquement, comment? Ben, écoutez, j'ai créé un think tank. Nous allons faire des propositions aux partis politiques, aux leaders d'opinion, avec toujours en point de mire le développement de la Côte d'Ivoire. Et donc, dans ce think tank, nous avons des économistes. Je ne sais pas si vous connaissez Libi Guillaume, qui a été directeur général de UBA, vice-président de Citibank. Il est membre de ce think tank. Vous prenez le docteur Hano, qui est enseignant à Harvard aux États-Unis. Vous avez des compétences. Donc, on a un certain nombre de compétences de magistrats, d'avocats. Je suis en train d'attirer Maître Brice Ouabi, qui est un éminent avocat, pour qu'il vienne nous rejoindre. Donc, il y a un certain nombre de compétences en Côte d'Ivoire, mais qui n'ont pas forcément envie de faire de la politique, qui veulent être utiles à la Côte d'Ivoire, qui peuvent nous aider à booster notre économie. Et donc, c'est toutes ces intelligences, tout ce savoir-faire-là que je veux réunir au sein de ce think tank et donc profiter d'ailleurs de votre antenne pour dire à tous ces Ivoiriens qui ont des idées, à tous ces talents-là, qui n'ont pas envie de faire la politique. On va vous permettre de faire de la publicité. Non, je fais de la politique. Je leur demande de nous rejoindre pour qu'on développe la Côte d'Ivoire. On a bien entendu votre appel. À présent, vous allez répondre aux questions de nos internautes. Ce sera juste après ceci. La toute première question ce soir nous vient de Céline Kwame qui dit « Accepteriez-vous d'être utile à la Côte d'Ivoire, comme vous dites, avec un poste dans l'administration Ouattara ?» Non, il n'y a pas d'administration Ouattara. Il y a une administration ivoirienne. Monsieur Michel Gbagbo enseigne à l'université. Est-ce qu'il est dans l'administration Ouattara? Monsieur Kadé Berthet enseigne à l'université. Est-ce qu'il est dans l'administration Ouattara? Il y a l'administration ivoirienne. Monsieur Ouattara a hérité de l'administration que monsieur Gbagbo avait. Lui-même l'a hérité de monsieur Gueye, et monsieur Gueye l'a hérité de monsieur Bédier, qui l'a hérité de monsieur Oufoué. Donc l'administration est une continuité. Voilà. Je dis que je veux être utile à la Côte d'Ivoire. Donc si vous avez un poste de l'administration ivoirienne, vous serez, vous répondrez favorablement. Si ce poste-là correspond à mes compétences, il n'y a pas de raison que je n'accepte pas. Très bien. Prochaine question. Avec le concours de la réalisation, cette fois-ci, elle nous vient d'Amadou Soro qui dit « Avez-vous définitivement pris vos distances avec la politique ou devons-nous nous attendre à un éventuel comeback ?» Vous savez, je ne jure jamais de demain. Ce qui est certain aujourd'hui, j'ai décidé, je leur ai dit, d'être utile à mon pays. Et pour ça, j'ai créé un think tank, qui est un cadre, un creuset de réflexion, de propositions, de contre-propositions, dans lequel on a du FPI, du PDCI, du RDR, on a de tout le monde là-bas. Mais ce qui prime au sein du think tank, c'est la production intellectuelle.
Bon. À côté de ça, je suis membre d'un cabinet d'avocats. Le cabinet François Serre et Associés. J'ai, avec d'autres amis, un projet de créer à très court terme donc, un bureau d'études de consultants. Et nous allons travailler pour la Côte d'Ivoire. Donc vous n'avez pas l'intention de revenir à un parti politique? Pour le moment, non. C'est pas exclu que demain je revienne au FPI. C'est pas exclu que demain je sois dans un autre parti politique. Je n'en sais rien. Mais pour le moment, ce n'est pas ma priorité. Ma priorité, c'est d'être utile à la Côte d'Ivoire. Très bien. La prochaine question, elle nous vient de Clotaire Boiseau qui dit « Quelle est votre implication dans l'organisation du retour de l'ex-président Laurent Gbagbo ?» Non, je ne suis pas impliqué ni associé. Vous y aviez déjà donné un élément de réponse. On poursuit avec les questions. Celle-là nous vient d'Assemi Anjul qui dit « Croyez-vous à la réconciliation de la grande famille du FPI ?» Écoutez, je ne suis plus au FPI, donc je ne sais pas. J'espère, je souhaite qu'ils se réconcilient, parce que, voyez-vous, le FPI a été sanctionné dans son ensemble aux dernières législatives. N'eût été l'association PDCI-EDS, ils auraient eu à peine 2 ou 3 élus. Les grands gagnants des dernières législatives, c'est le RHDP. Jusque-là, on disait que le pays entier était un bastion imprégnable du FPI. Achille Patrick a démontré le contraire. Imprégnable, oui, c'est cela. Voilà. Il y avait sur 7 députés, Achille Patrick en a pris 6. Agnès Monet et son mari Léon Monet ont été battus. Akoun Laurent a été battu. Donc des figures de proue du FPI ont été battues. À Lakota, Lida Kwasi a été battu par le RHDP. Aujourd'hui, à Gagnoa, c'est le RHDP qui tient la mairie, qui tient la députation. Il en est de même à San Pedro, il en est de même à Daloa. Donc, nous sommes dans une situation où le FPI a tout à fait intérêt à se mettre ensemble. Parce qu'on est fort que quand on est ensemble. Mais bon, c'est à eux de décider. Moi, j'estime que j'ai assez communiqué sur ce sujet-là, mais les égos sont tels qu'il est difficile de penser que ça va se faire. Mais je formule quand même le vœu que ça se fasse. Très bien. La toute dernière question d'internaute qui nous vient de Joe l'Indien. Pensez-vous que Laurent Gbagbo a tout donné pour la réunification du FPI? Alors, franchement... On est dans sa réserve, Jean Bonnet. Oui, on est dans sa réserve. Est-ce que Laurent Gbagbo a tout donné... Pour la réunification du FPI? Je ne sais pas, je ne sais pas. Je sais que le président Afin N'Guessan a tout donné, a subi les pires humiliations pour que le FPI soit uni. Qu'est-ce que Laurent Gbagbo a fait ou n'a pas fait? Je ne sais pas. Parce que je n'ai pas travaillé avec Laurent Gbagbo. J'ai travaillé avec Afin N'Guessan, donc je sais ce qu'il a fait. Je sais qu'il s'est déplacé chez Akoun Laurent, il s'est déplacé chez Hubert Oulaï, il s'est déplacé chez la plupart des cadres pour dire on est plus fort ensemble. Malheureusement, il a buté sur un mur parce qu'il y a des gens qui ont estimé qu'ils sont Gbagbo ou rien. Ils ne sont pas Gbagbo ou peut-être Afi, Gbagbo ou peut-être Simone. Ils sont Gbagbo ou rien. C'est leur conception de la politique, ce n'est pas la mienne. Alors, je ne sais pas ce que Gbagbo a fait, je sais ce qu'Afin N'Guessan a fait, il a beaucoup fait pour l'unité du FPI. Jean Bonnet Kouadio, c'est votre première interview télé depuis votre démission à la tête du FPI, à la vice-présidence du FPI. Est-ce que vous avez le sentiment de nous avoir parlé ce soir sans réserve? J'ai répondu en tout cas à vos questions. Sans réserve. Et je suis prêt à répondre à toute autre question. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes au terme de ce numéro de Sans réserve. Merci à vous, chers téléspectateurs et internautes, de nous avoir suivis. Rendez-vous jeudi prochain.